Fiscalite. Si vous arrivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, je me présente rapidement pour les nouveaux venus. Je suis Ervine Nadège, votre comptable indépendant et votre fiscaliste. Sur cette chaîne, je présente des vidéos qui parlent de la comptabilité, la gestion des entreprises, la fiscalité, la création des richesses. Alors aujourd'hui, je viens avec cette vidéo intitulée « Comprendre les sociétés anonymes ». Vous êtes dans l'espace au hasard, vous voulez créer votre société, vous ne savez pas quelle forme de société vous allez créer. Alors cette vidéo est pour vous. Ceci va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une société anonyme et vous permettre de faire aisément votre choix quant à la forme de la société que vous voulez créer. Alors, la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La dénomination de la SA doit être précédée ou suivie en caractère lisible des mots société anonyme ou du sigle SA et du mode d'administration, c'est-à-dire soit une SA avec conseil d'administration, soit une SA avec administrateur général. Pour être valablement constituée, la SA doit avoir un capital social minimum de 10 millions de francs CFA et le montant nominal des actions ne peut être inférieur à 10 000 francs CFA. Le capital de la SA doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Pour ce qui concerne la libération des apports en numéraire, le quart au moins de la valeur nominale doit être libéré lors de la souscription. Le surplus des apports doit être libéré dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier selon les modalités fixées par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général. Alors ici, un petit bémol, il existe une différence entre la souscription et la libération des apports. La souscription, c'est la promesse d'apport. C'est le moment où chaque actionnaire dit je vais apporter tel montant, je vais apporter tel immeuble, etc. C'est la promesse d'apport. C'est ça la souscription. Mais dans la libération, c'est quand on apporte effectivement ce qu'on a promis. Donc, vous explique alors que à la souscription, lorsque vous faites la promesse, quand vous constituez une SA, le jour que vous faites la promesse, vous devez souscrire dans un quart de cette promesse. Ça, c'est pour les apports en numéraire. Puisque les apports en nature, on ne peut pas libérer d'un quart, vous libérez totalement. Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérés doivent rester sous la forme nominative. Et tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni modifier par augmentation son capital, à moins que cette augmentation de capital ne se fasse par des apports en nature, ni émettre des obligations. Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. En somme, on peut dire que les apports en numéraire doivent être intégralement libérés dans un délai maximum de 3 ans. Quelle démarche pour constituer une société anonyme? Les démarches administratives, juridiques et financières nécessaires à la création d'une société anonyme sont nombreuses et il est recommandé d'être accompagné d'un professionnel. Afin de créer une société anonyme, vous devez, entre autres, choisir la dénomination sociale de votre société. En cas d'apport en nature, désigner un commissaire aux apports. Et si c'est obligatoire, il faut un commissaire aux apports obligatoirement dans une SA dès qu'on parle d'apport en nature. Nommer un commissaire au compte, c'est obligatoire aussi. Rédiger les statuts puis les faire enregistrer au registre de commerce. Publier une annonce légale dans un journal habilité. La constitution de la SA peut se faire sans apport en nature et sans stipulation d'avantages particuliers. Sur le plan pratique,
sur le plan pratique quand vous constituez une SA, les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les fondateurs qui les ont reçus pour le compte de la société en formation, soit chez le notaire, soit dans un compte en banque spécialement ouvert au nom de la société. Le fondateur ayant reçu les fonds doit les déposer dans un délai de 8 jours à compter de leur réception. Au moment du dépôt, le fondateur remet à la banque une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant pour chacun d'eux le montant des sommes versées. En retour, la banque remet au fondateur, qui a déposé un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds. Elle est tenue, la banque, bien sûr, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste de l'identité des souscripteurs et du montant des sommes versées à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande, bien sûr. Quant au notaire, il va dresser une déclaration notariée de souscription et de versement sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d'un certificat de dépôt des fonds. Dans la déclaration notariée de souscription et de versement, le notaire affirme que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude ou le cas échéant figurant au certificat de dépôt. Ce certificat est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement. La déclaration notariée de souscription et de versement est mise par le notaire à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude. Les statuts de la SA sont établis soit par acte notarié, soit par tout acte offrant des garanties d'authenticité déposées avec reconnaissance d'écriture et de signature par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Les statuts sont signés par tous les souscripteurs personnellement ou par personne interposée après la déclaration de souscription et de versement. Le contenu des statuts de la SA doit être le même que celui visé à l'article 13 de l'acte uniforme. Il y a 12 mentions qui sont obligatoires, sauf la 6e mention, à savoir l'identité des apporteurs énumérés avec pour chacun d'eux le montant des apports, le nombre de la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport. En plus du contenu visé à l'article 13, les statuts de la SA doivent indiquer le mot d'administration et de direction retenu. Les noms, prénoms, adresses, professions et nationalités des personnes physiques membres du premier conseil d'administration, les noms, prénoms de l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire au compte et de son suppléant. Il faut consulter l'article 397 de l'acte uniforme pour voir cela. Il est aussi prévu la possibilité de retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire. Ainsi, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce et sur présentation au dépositaire, notaire ou banquier du certificat de greffier attestant l'immatriculation de la société au registre de commerce. Le président directeur général ou le DG ou l'administrateur général peut retirer les fonds. Mais si 6 mois après le versement des fonds, la société n'est pas immatriculée, tout souscripteur peut demander en référé au président de la juridiction compétente de désigner un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs. Dans la seconde hypothèse, à savoir la constitution de la SA avec apport en nature et ou stipulation d'avantages particuliers, il appartiendra au commissaire aux apports d'évaluer les avantages particuliers et les apports. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou à défaut par le président de la juridiction compétente à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux. À la différence de la SAR, où le commissaire aux apports n'évalue que si la somme des apports en nature ou avantages stipulés est supérieure à 5 millions, dans les SA, les apports en nature ou avantages stipulés sont obligatoirement évalué par un commissaire aux apports, bien sûr. Le commissaire aux apports établit un rapport
qui décrit chaque apport et ou avantage particulier, indique leur valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et ou avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre. Le commissaire peut se faire assister par un ou plusieurs experts qu'il choisit. C'est à la société de payer les honoraires de ces experts à moins que les statuts en décident autrement. Après sa mission, le commissaire aux apports dépose son rapport trois mois avant la date de l'Assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social. Le rapport est mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie intégrale ou partielle à leurs frais. Notez bien. Dans la seconde hypothèse, l'Assemblée générale constitutive est obligatoire. Ce sont les fondateurs qui convoquent l'Assemblée générale constitutive après l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds. La convocation de l'AGC doit respecter un certain formalisme, c'est-à-dire être par lettre au porteur, contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l'Assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Le non-respect des règles de convocation aboutit à la nullité de l'Assemblée, de l'AGC. Pour valablement délibérer sur première convocation, les souscripteurs présents ou représentés doivent posséder au moins la moitié des actions. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sera adressée aux souscripteurs 6 jours au moins avant la date fixée par l'Assemblée. L'Assemblée générale constitutive est présidée par l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge. Chaque apport en nature et chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un vote spécial de l'Assemblée générale constitutive. C'est celle-ci qui approuve ou qui désapprouve le rapport aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Les actions de l'apport en nature ou du bénéficiaire d'avantages particuliers, même ayant la qualité de souscripteur à numéraire, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Comme nous le disions, l'Assemblée générale constitutive ne peut réduire la valeur des apports en nature ou les avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs, avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire. Ce consentement doit figurer dans le procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Tout actionnaire, administrateur ou administrateur général qui aurait attribué une valeur aux apports en nature ou avantages stipulés est solidairement responsable à l'égard des tiers pendant 5 ans. Les autres compétences de l'AGC, c'est de constater que le capital est entièrement souscrit avant la date de signature des statuts et ou de la tenue de l'AGC et les actions en numéraire libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription du capital. C'est elle qui adopte les statuts, les modifie à l'unanimité des souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou l'administrateur général, le commissaire aux comptes, statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, donne mandat aux membres ou un ou plusieurs du conseil d'administration ou à l'administrateur général de prendre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Le procès-verbal de l'AGC doit refléter un certain formalisme. Date, lieu de la réunion, nature de l'assemblée, mode de convocation, ordre du jour, quorum, résolution soumise au vote, etc. Il est désigné soit par le président de séance, soit par un autre associé ou par l'associé unique. Il est archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes. Le cas échéant, le procès-verbal indique l'acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil d'administration ou par l'administrateur général
ainsi que le commissaire aux comptes. L'article 413 précise que si la nullité de l'Assemblée générale constituée est imputable au fondateur, à l'administrateur et à l'administrateur général, ils peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société. Nous allons parler de l'organisation de la société anonyme, les organes de gestion. L'article 414 de l'acte uniforme des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique prévoit deux modes d'administration de la SA. Il s'agit de la SA avec conseil d'administration et de la SA avec administrateur général. Il appartient aux actionnaires de préciser dans les statuts le mode d'administration pour lequel ils ont opté, qui peut changer au cours de la vie sociale. Ce qui signifie une modification des statuts publics au registre du commerce. La décision de modification est prise par l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de la société anonyme avec conseil d'administration. Nous verrons dans une prochaine vidéo, si plaît à Dieu, la société anonyme avec administrateur général. Alors, la société anonyme avec conseil d'administration. L'acte uniforme a essayé de faire la distinction entre l'administration et la direction de la société anonyme. L'administration de la société anonyme est assurée par le conseil d'administration et son président. La composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé au moins de 3 membres et de 12 membres au plus. Le principe, c'est que ce sont les actionnaires seulement qui sont membres du conseil d'administration, mais il peut y avoir des membres non actionnaires à condition de ne pas dépasser un tiers des membres du conseil. En cas de fusion de la SA avec une ou plusieurs sociétés, le nombre d'administrateurs peut être provisoirement dépassé sans pouvoir être supérieur à 24. Comment est-ce que les administrateurs sont-ils nommés? L'acte uniforme prévoit 2 modes de nomination, au début de la vie sociale et en cours de la vie sociale. Ainsi, les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou l'Assemblée générale constitutive. En cours de la vie sociale, les administrateurs sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire. En cas de fusion, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui peut désigner de nouveaux administrateurs. Toute nomination qui violerait les règles posées est nulle. Selon que les administrateurs sont nommés au début de la vie sociale ou en cours de la vie sociale, la durée de leur mandat varie. Ainsi, dans le premier cas, même s'il est vrai que la durée est librement fixée par les statuts, elle ne peut dépasser 2 ans. Dans le second cas, la durée du mandat librement fixée par les statuts ne peut excéder 6 ans. L'acte uniforme a prévu l'hypothèse où une personne morale peut être nommée membre du conseil d'administration. Dans ce cas, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est dévoilé à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant permanent en question n'est pas administrateur de la société anonyme, certes, mais il a le même statut, droit, obligations, responsabilité civile ou pénale que l'administrateur de la société sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent peut ou non être actionnaire de la société. La durée de ses fonctions est identique à la durée de son mandat. Si la personne morale renouvelle son mandat, elle doit préciser si oui ou non elle maintient la même personne physique comme représentant permanent et dans le cas contraire, procéder sur le champ à la désignation d'un autre représentant permanent. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle doit notifier sans délai à la société dans la même condition que la désignation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. C'est le cas, par exemple, lorsque le représentant permanent est décédé, démissionne ou serait dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le législateur Ouada a donné la possibilité aux actionnaires de répartir les sièges du conseil d'administration en fonction des catégories d'actions. Seulement, cette répartition ne saurait priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une certaine catégorie d'actions de sa représentation au conseil. Ce sont les administrateurs qui fixent librement dans les statuts les modalités d'élection des administrateurs. Ceux-ci sont rééligibles à moins que les statuts en décident autrement. L'acte uniforme limite tout de même le nombre de mandats détenus par une personne physique, administrateur, en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur. Ainsi, elle ne peut appartenir simultanément à plus de 5 conseils d'administration des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même État partie. Si au moment où la personne physique accède à un nouveau mandat, elle se trouve en infraction avec la règle évoquée ci-dessus, elle doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. Sinon, passé ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat. À moins que les statuts en disposent autrement, un salarié de la société peut être nommé administrateur à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. De même, et à la même condition, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce dernier cas, il faut l'autorisation préalable du conseil d'administration. Mais ce que le législateur Ouada ne dit pas, c'est ce qu'il faut entendre par emploi effectif. En tout état de cause, la désignation des administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier. Il en est de même de la désignation du représentant personnel. Les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Le législateur Ouada s'est en outre prononcé sur la vacance de siège d'administrateur. Ainsi, si le siège ou plusieurs sièges d'administrateurs sont vacants suite au décès ou par démission, le conseil d'administration peut coopter entre 2 assemblées de nouveaux administrateurs. Le nombre d'administrateurs peut devenir inférieur au minimum statutaire ou légal. Les administrateurs perçoivent une rémunération. Il s'agit des sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail. Une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction déterminée souverainement par l'Assemblée générale ordinaire. Rémunération exceptionnelle pour les missions et mandats qui leur sont confiés. En dehors de cette rémunération, aucune autre n'est possible. Cette rémunération est indépendante des dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires et toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle. Le législateur Ouada prévoit que, à moins que les administrateurs ne démissionnent, leurs fonctions prennent fin à l'expiration de l'Assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l'exercice et qui s'est tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. À tout moment, les administrateurs peuvent être révoqués par l'Assemblée générale ordinaire. La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier. Maintenant, quelles sont les attributions du conseil d'administration? Le conseil d'administration a un pouvoir de représentation de la société. Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de celle-ci, le tout dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires. Il appartient en outre au conseil d'administration de préciser les objectifs de la société et l'orientation de son administration. Exercer un contrôle permanent de la gestion assurée selon le mode de direction retenu par le PDG ou le DG. Arrêter les comptes de chaque exercice. Si l'Assemblée générale ou les statuts limitent les pouvoirs du conseil d'administration, cette limitation est inopposable aux tiers. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même pour les décisions du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins que le conseil prouve que les tiers savaient ou étaient en mesure de savoir que ces décisions ne relèvent pas de l'objet social.
Un ou plusieurs membres du conseil d'administration peuvent recevoir de celui-ci des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Quels sont les avantages et les inconvénients de la société anonyme? On commence par les avantages. Il y a la responsabilité des associés et des actionnaires à l'égard des dettes sociales qui est limitée au montant de leurs apports dans le capital. Les actions sont facilement négociables et cessibles. Les actionnaires peuvent entrer ou quitter aisément la société sans payer de droits d'enregistrement. Une crédibilité accrue à l'égard des partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients ou les banquiers. Une structure évolutive et adaptable. La rémunération du PDG et des directeurs généraux sont déductibles du bénéfice imposable et elles bénéficient du revenu fiscal des salariés. Quelques inconvénients. Il faut un nombre important d'associés et un gros capital de départ. Les formalités de constitution et de fonctionnement sont assez lourdes et la société doit avoir recours à un commissaire aux comptes. En cas de faute de gestion, les administrateurs peuvent être tenus responsables des dettes sociales sur leurs biens personnels. Les dividendes distribués sont imposables sur le revenu de chacun des actionnaires. Quel est le régime fiscal des sociétés anonymes? Les sociétés anonymes La société anonyme est par défaut soumise à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice imposable est calculé, entre autres, après déduction de la rémunération du dirigeant. En revanche, le régime fiscal du dirigeant relève de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. On ne saurait terminer sans dire que la société anonyme est tenue de déposer chaque année les états financiers. Au Cameroun, nous les déposons au plus tard le 15 mars de chaque année. Et vous savez tous que nous, à Fiscalite, nous accompagnons les entreprises dans la gestion fiscale et comptable de leur structure. Et depuis plusieurs années, nous établissons les DSF et les états financiers pour plusieurs entreprises déjà. Alors, vous pouvez joindre l'équipe de ceux qui nous font confiance pour nous confier soit vos états financiers, soit la gestion de votre entreprise, gestion comptable et fiscale de votre entreprise. Ceci en nous contactant aux adresses en description. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt sur Fiscalite.